Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine mensuel Quartier Libre. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de choses à vous faire découvrir. Le sommaire, c'est tout de suite. La natation synchronisée est au cœur de notre rubrique sport. Jean-François vous en parlera. Dans la rubrique Vie collective, nous évoquerons le 21e Festival des écrans de l'aventure avec Christine Genazaneta. Puis nous irons à la rencontre du réseau sourd qui nous parlera de sa mission auprès des personnes malentendantes. L'équipe du MAC fera un petit zoom sur le Grand Déj, ce fameux rendez-vous qui, chaque année, réunit différentes associations dijonnaises. Et enfin, nous terminerons ce MAC avec la rencontre de Dominique Galland et les fêtes de la vigne. Mais avant, je vous propose de laisser place à la rubrique sport avec Jean-François. Bonjour Myriam. Bonjour Jean-François. Alors, la natation synchronisée, vous connaissez? Un petit peu. Alors, afin de vous familiariser avec cette discipline, nous nous sommes rendus à la piscine de Chenôve, où nous avons rencontré Emmanuel Tissot, entraîneur du Chenôve Natation. Regardons ça en images. Emmanuel Tissot, bonjour. Vous êtes responsable des équipes de natation synchronisée à Chenôve, à la piscine de Chenôve. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la natation synchronisée? Alors, la natation synchronisée, c'est un peu en fait comme le patinage artistique que les gens puissent connaître. En fait, ça regroupe en fait les filles en fait nagent sur de la musique et en fonction de la musique que nous avons, elles font la chorégraphie par rapport au thème et ce qu'elles ont sur la musique. Donc, elles dansent essentiellement et c'est beaucoup d'amusement en fait. Est-ce que la natation synchronisée est réservée uniquement aux filles? Alors pas du tout, au contraire. C'est vrai qu'à Chenôve, on n'a pas du tout de garçons. Il n'y a personne qui vient se présenter. Mais au niveau national, il y a un club, il me semble, vers la région parisienne qui ont des garçons. Donc on les voit en fait depuis 2-3 ans évoluer au niveau senior. Ce sont deux garçons d'un certain âge qui font un duo et qui partagent en fait même une équipe avec des nageuses. Et au niveau international également, en fait, il existe... les garçons en fait se regroupent. Je ne sais pas s'ils ont un championnat du monde proprement pour les garçons, enfin attitrés, mais ils se regroupent au niveau mondial en fait pour faire une sorte de compétition internationale. Alors, quelle qualité il faut pour être une bonne nageuse de natation synchronisée? Alors ça, il y en a énormément, puisque comme la synchro regroupe en fait énormément de disciplines telles que la gym, la natation course, la danse. Donc il faut avoir toutes ces qualités-là. Donc il faut qu'elles soient acrobatiques par rapport aux portées. Il faut qu'elles aient les jambes très très bien tendues. Donc ça, c'est pas donné à toutes les nageuses. Il faut également qu'elles soient très souples, qu'elles aient des bons appuis dans l'eau. Donc la natation course, il faut qu'elle soit une bonne nageuse et il faut qu'elles aient beaucoup d'agilité pour pouvoir s'adapter en fait aux chorégraphies qu'on fait dans l'eau. Eh bien Emmanuel Tissot, je vous remercie de nous avoir fait découvrir ce magnifique sport qu'est la natation synchronisée. Jean-François, où en sont les clubs dijonnais ce mois-ci? Alors, oui, on commence avec les handballeuses du CDB qui pointent à la 6e place. Alors, elles ont effectué un premier match contre le Havre où elles ont fait match nul, 23-23. Puis elles se sont inclinées, mais de justesse, avec une défaite prometteuse face à Nîmes, avant de s'effondrer littéralement à Dijon face à Amiens, 25-35. Donc très dur pour les handballeuses du CDB qui pointent déjà la tête vers, malheureusement, les playdowns. On passe maintenant à la Ligue Magnus. La Ligue Magnus, où nos hockeyeurs connaissent des... C'est pas facile dans ce début de saison, puisqu'ils pointent à la 11e place. C'est une place qui leur ressemble pas. Alors, ils ont eu une victoire pour commencer, et puis ils se sont inclinés par 2 fois contre Grenoble et contre Épinal. Donc, il va falloir resserrer les boulons, il va falloir repartir, mais ça, je pense que les Ducs en sont capables. Quant au DFCO, après 8 matchs sans défaite, ils se sont lourdement inclinés face à Niort, 4-2. Ils occupent actuellement la 5e place, à 2 points des leaders que sont Monaco, Angers, Istres et Nantes. Place tout de suite à la rubrique Vie collective. Christine Zaleta, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous êtes donc présidente du jury des écrans d'aventure pour les films. À quoi consiste réellement ce festival qui justement se déroulera du 11 au 14 octobre? Alors en fait, c'est un festival qui permet justement de montrer des films d'aventure, donc de toutes les aventures, qu'elles soient
techniques, technologiques, humaines, que ça se passe dans les airs, sur l'eau, dans la neige, avec des animaux, que ce soit sportif ou non. Donc toutes les aventures, on va visionner donc un certain nombre de films et distribuer des prix en fonction de la qualité et de l'émotion dégagée par ces films. Quels sont réellement les critères qui... Alors les critères, ben, ça va être à la fois la technique des films, que ce soit ben, évidemment la beauté des images, mais aussi le montage. Alors moi je ne suis pas professionnelle du film, je vais amener plutôt mon idée du côté sportif et aventurier. Mais donc on va juger ces films, le son, et puis l'aventure en elle-même, ce qu'on a pu en montrer. Et l'émotion qui a pu se dégager de ce film. Et que gagneront ces personnes qui seront sélectionnées justement? C'est des prix, donc il doit y avoir 5 prix distribués. Donc c'est surtout de pouvoir montrer la reconnaissance des pairs. Voilà, donc c'est des films qui ont été sélectionnés. Je crois que cette année, on a reçu presque 120 films. Et donc sur les 120, il y en a seulement 20 qui passeront dans le festival. Donc les 20 meilleurs voilà, qui ont été sélectionnés par un préjury. Sélective alors? Ah oui, c'est sélectif, oui, tout à fait. Alors justement, dans un cadre plus général, quel genre de personnes interviendront dans ce festival? Alors d'abord dans la sélection, je pense que aussi ce festival est fait pour être proche des Dijonnais et donc il y a beaucoup de réalisateurs qui seront présents justement pour présenter leurs films, pour pouvoir en parler avec le public, et ça c'est important, c'est une proximité qui nous paraît très importante. Et du coup, la sélection s'est faite aussi un petit peu sur ça, c'est-à-dire qu'on a peut-être préféré un film d'un tout petit peu moins bonne qualité sur certains plans, mais dont le réalisateur sera là aussi pour en parler et pour partager avec le public. Alors ce festival justement est destiné uniquement aux films, ou alors il y aura d'autres activités? Alors il y a en même temps un jury pour les livres, donc les livres d'aventure, mais il est vrai que le film se partage donc nous avons 2 salles de cinéma, l'Olympia et le Darcy étant un petit peu plus réservé aux scolaires. L'idée c'est aussi de partager, le film permet un partage dans la salle de toute cette émotion justement qui s'en dégage. Et quel genre de public vise ce festival? Tout public. Il y a donc à la fois les scolaires qui viennent en nombre. Il y a alors le public de la journée, pas toujours le même que le soir, puisqu'il y a des films aussi jusqu'à 23 h le soir. Donc le soir, on tombe plus sur des familles, sur des gens actifs. La journée, il y a des gens actifs. Il y a aussi des gens, toutes les personnes qui peuvent être intéressées par l'aventure et qui arrivent à se dégager un petit peu de temps au niveau professionnel, ou qui sont en retraite. Mais on arrive à toucher toutes les tranches d'âge, c'est ça qui est intéressant. Alors comme je le disais tout à l'heure, vous êtes donc présidente de jury pour les films. Oui. Il y a aussi un président de jury pour les livres. Alors est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment personnel suite à cette nomination en tant que présidente? Alors bon, il faut savoir que nous, notre jury, donc moi plus les 5 personnes qui vont m'aider à choisir, à juger ces films, nous n'avons pas vu les films. Donc on a vu la bande-annonce qui nous montre déjà de belles images, de belles histoires, puisqu'avant tout ça raconte des histoires d'hommes. Donc j'ai déjà vu des choses qui me touchaient, et puis j'ai lu un petit peu les résumés des différents films. Donc il y a des choses qui réveillent effectivement l'attention en disant oh, ça doit être chouette. Maintenant, sans avoir vu les images, c'est vrai que c'est pas facile de dire, mais en tous les cas j'attends avec impatience de pouvoir regarder tous ces films, et je pense que ce sera une belle aventure. Une très belle aventure, une expérience qui forcément vous marquera. Tout à fait. Alors moi j'ai toujours suivi les écrans de l'aventure depuis le premier film que j'étais voir, c'était peut-être il y a 15 ans, le soir justement en dehors de mes horaires de travail.
j'ai beaucoup aimé échanger avec ces aventuriers parce que la salle peut poser des questions et ça c'est super intéressant. Donc c'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont marqué 15 ans après. Je me souviens encore d'images, de questions que j'ai pu poser à des réalisateurs ou à des aventuriers et oui, ça marque. Frédéric Mélési, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de votre association Réseau Sourds Santé Bourgogne, s'il vous plaît? Écoutez, avec plaisir. Le réseau Sourds Santé Bourgogne est un réseau de soins qui a été créé à la fin 2010 à l'initiative d'une association qui s'appelle Tessigne Mes Compétences. Voilà. Tessigne Mes Compétences, à l'origine, a été créé par des professionnels de santé. Et ces professionnels de santé se sont rendus compte qu'il y avait pour la population de sourds qui s'exprimait en langue des signes un manque d'accessibilité aux soins. D'accord. Voilà. D'où l'idée de créer un réseau de soins qui permette aux sourds qui habitent en Bourgogne de pouvoir accéder à leurs médecins de proximité. Leurs médecins, les infirmières, les ambulances, tout ce qui constitue le réseau de santé à proximité des sourds. Voilà. Donc on a élaboré le projet. On l'a présenté devant une commission à l'Agence régionale de santé et à la fin 2010, nous avons été financés, enfin un accord de financement a été conclu avec l'Agence régionale de santé. Ensuite, il nous a fallu une petite année pour mettre en place le réseau. Et puis, le réseau a pris son envol effectif le 1er octobre 2011. C'est-à-dire, il y a un an à peu près, puisque là, on est en octobre 2012. Voilà. D'accord. Et maintenant, que pouvez-vous nous dire de plus par rapport à aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se fait maintenant? Alors, ce qui était spectaculaire, c'est que dès le départ, dès que le réseau a été créé, il y a eu très rapidement une utilisation rapide du réseau par les sourds. Alors, comment utilisent-ils le réseau? Ils se connectent à un site internet que l'on a créé. Sur ce site internet, ils se connectent en visiocommunication avec la secrétaire du réseau et ils formulent à la secrétaire du réseau leur demande. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Martin de telle ville, où j'habite Auxerre et je voudrais rendez-vous avec mon médecin traitant qui habite à tel endroit. Ou alors mon médecin traitant a demandé un rendez-vous avec un cardiologue qui s'appelle le docteur Tartampion, il habite... Voilà. Et donc la secrétaire bilingue fait toutes les démarches que les sourds ne pourraient pas faire naturellement. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que le rendez-vous est pris, la secrétaire s'organise pour organiser l'accompagnement de la personne sourde chez le médecin par les interprètes du réseau. Voilà. Ce qui fait que la personne sourde n'a plus de problème pour prendre son rendez-vous, dans un premier temps. Et dans un second temps, elle n'a plus de problème pour communiquer avec le professionnel de santé. Ce qui rend les soins, on va dire, accessibles. Voilà. Tout à fait. Et c'est une grande avancée par rapport à ce qui se faisait avant. Ah bah effectivement, puisqu'avant, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Les sourds n'avaient pas d'accès facilité aux soins. Enfin, c'était très difficile pour eux de contacter le médecin, d'expliquer le problème. Et puis ensuite, une fois devant le médecin, de communiquer avec. Le médecin lui-même était très gêné parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, ce qu'on lui disait. La communication écrite avec un sourd, ça ne marche pas bien, puisque le sourd ne connaît pas bien la langue écrite en français. Donc, il n'y avait rien, quoi, enfin, en gros. Donc maintenant, oui, il y a un système qui permet une accessibilité égale, et même à la limite meilleure que pour les entendants. Et dans quel domaine y aurait-il encore des manques pour nos amis les malentendants? Alors ça, c'est une très très bonne question, parce qu'en fait, la problématique des sourds n'est pas uniquement médicale, évidemment. Toutes ces difficultés que je vous ai décrites par rapport à la prise des rendez-vous
et le fait de se rendre au rendez-vous et de communiquer avec le professionnel de santé sont des difficultés que les sourds rencontrent au quotidien dans tous les domaines sociaux. Et parlons par exemple de l'administratif, hein, tous les papiers qu'on peut recevoir chez soi dans la boîte aux lettres, les sourds ne comprennent pas ce qui est marqué, comment il faut les remplir, à qui il faut les envoyer, donc ça ils ne savent pas. Donc là il y a clairement un manque, il faudrait vraiment à Dijon un système, un guichet social, hein, contactable de la même manière, par des moyens modernes, hein, dont on dispose maintenant. On a tout ce qu'il faut pour entrer en contact les uns avec les autres très vite. Et les sourds connaissent particulièrement bien ces moyens, qui sont les moyens de communication visuelle. Donc ce serait très très simple d'organiser un guichet social. Voilà. Alors ça, c'est la problématique sociale, mais il y en existe tellement d'autres. Mais déjà, si vous voulez, les 3 domaines vraiment clés pour la personne sourde, les 3 domaines clés, c'est le médical, bien sûr, le social et le professionnel. Le domaine professionnel. Voilà. Quand un sourd, par exemple, est embauché dans une entreprise, s'il doit y avoir une réunion dans l'entreprise, le sourd va y être convié, mais il ne va rien comprendre. Voilà. Bon. Alors, comment ça se passe à ce moment-là? En général, est-ce que le patron fait l'effort de convoquer un interprète, de le payer pour... Pas toujours. Hein? Ou bien souvent, on explique vaguement aux sourds ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, sur le plan professionnel, très souvent, les sourds se sont rabaissés, exclus. Bon. Donc, ça, c'est pareil, c'est quelque chose à développer sur le plan professionnel, sur le plan social, donc on en a parlé, sur le plan médical. C'est vraiment ces 3 domaines qui sont les points vraiment clés. Alors après, on peut parler de toute autre chose, hein, tous les autres domaines, bancaires, les transports, etc. Bon, des choses sont imaginables à l'infini, mais les 3 domaines principaux où il y a carence, c'est la santé, le domaine professionnel, le domaine social. Et le domaine scolaire, puisque nous avons malheureusement des jeunes enfants, adultes, préadultes, qui sont malentendants. Ça se passe comment pour eux? Alors, il y a plusieurs façons de voir, ici, on va dire, entre guillemets, des écoles qui s'affrontent, puisqu'il y a des partisans de l'intégration des handicapés en général et des sourds également dans les milieux scolaires habituels. Donc là, on comprend tout de suite les difficultés. Un jeune sourd au milieu d'une classe de jeunes entendants, il lui faut obligatoirement l'aide de ce qu'on appelle une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. Une auxiliaire de vie scolaire formée à la langue des signes et qui va pouvoir lui traduire en direct tout ce que dit le professeur. Donc vous voyez la difficulté. Bon, alors là, il est partisan de l'intégration. Pour les sourds, c'est certainement, en tout cas à mon avis, ce n'est que le mien, moi, je suis médecin, mais enfin, mon avis est que ce n'est pas le meilleur système. Et puis il y a un autre système qui est des instituts scolaires de jeunes sourds, comme il peut y en avoir ici à Dijon ou Clos-Chauveau, comme il y en a dans certaines villes comme Bourg-en-Bresse, comme Auxerre, comme... Donc au niveau scolaire, c'est comme ça que ça se passe. Ils sont, dès les toutes premières années, ils sont pris en charge dans ce qu'on appelle des CAMSP. Ils sont pris en charge par des personnes qui leur enseignent la langue des signes et qui tentent de les faire oraliser, avec aussi la présence d'orthophonistes, etc. Puis ensuite, lorsqu'ils sont en âge d'être scolarisés, les 2 options arrivent. Soit on est en milieu intégré avec AVS, soit on part directement en école pour les sourds, mais ce qui suppose un éloignement de la famille. Vous voyez, donc, bon, voilà, au niveau scolaire aussi, ça pose évidemment problème. Ça, c'est clair. D'accord. Lors de grands séminaires, justement, sur l'handicap, les fameuses structures scolaires dont vous parlez, il a été évoqué le problème du remplacement tous les 2 ans de ces responsables, de ces professionnels justement de la formation, de la scolarité pour les malentendants. Est-ce qu'il y a eu des avancées par rapport à ça? Ça a été un grand sujet, déjà pas plus tard que l'année dernière. Dans le domaine scolaire, oui. Vous savez, là, c'est pas tellement mon domaine. Là, honnêtement, moi, mon domaine, c'est le domaine médical. Le domaine scolaire j'en entends parler, bien entendu. On y intervient de temps en temps en tant que médecin pour faire de l'information pour les jeunes personnes sourdes.
prévu prochainement de faire une intervention sur tout ce qui est contraception. On avait fait une intervention au moment de la grippe A au Clos Chauveau. On a fait une réunion pour les jeunes. Mais par contre, en ce qui concerne la politique scolaire même, là c'est pas mon domaine et je me permettrai pas de formuler. Je suis pas au courant des dernières évolutions et je vous ai juste donné tout à l'heure, j'ai juste ébauché un peu mon avis par rapport à où intégrer les sourds au milieu des entendants, où les laisser entre eux. Voilà, c'est tout ce que je me permettrai de faire, mais malheureusement je peux pas tellement répondre à votre question sur les dernières évolutions. Par contre, en tant que médecin, le retour que vous avez de la part de vos patients, donc, quels sont leurs principaux, on va dire, soucis par rapport à cette accessibilité aux soins? Maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui leur pose encore vraiment Alors, bon, actuellement, maintenant qu'on a ouvert le réseau, on dispose de financements. Bon. Ces financements nous ont permis de mettre en place un mode de fonctionnement du réseau, mais qui n'est pas un fonctionnement comme pourrait l'être le fonctionnement des urgences 24 heures sur 24. Donc, la demande des sourds actuellement, c'est comment fait-on lorsque le réseau est fermé? Voilà. Alors, donc nous, on s'adapte. Les sourds nous connaissent, ils connaissent nos numéros de portable, ils savent nous contacter, contacter l'interprète, me contacter moi. En cas de nécessité, ils savent faire. Bon, et même s'ils doivent se retrouver hospitalisés un petit peu en catastrophe, on a fait on a signé des conventions avec les différentes structures hospitalières de la région, et ce qui fait que ces structures nous connaissant, elles nous préviennent lorsqu'un sourd se trouve admis au sein de l'établissement. Voilà. Alors, c'est toujours un peu la gestion de l'urgence qui reste problématique. Voilà. Si on a le temps d'organiser, on a le temps, ça se fait. Mais maintenant, même dans le cas de l'urgence, on arrive, étant connu par les structures hospitalières, on arrive à venir en appui linguistique aux professionnels de santé des hôpitaux lorsqu'il le faut. Donc il n'y a pas de souci. Le souci qui va se poser, c'est que la demande étant croissante, de plus en plus, le souci qui va se poser, c'est au niveau des subventions. C'est qu'il va falloir forcément être un peu plus subventionné d'année en année pour répondre à la demande et puis se développer. Eh bien, écoutez, Frédéric Belizy, merci infiniment de ces informations. Merci aussi et félicitations pour cette avancée pour nos amis les malentendants. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités, c'est très gentil. Elles ont démarré, ces fêtes ont été créées en 1946 à la demande du Chen Wenkir qui, après la Seconde Guerre mondiale, avait demandé à ce qu'une grande fête soit organisée sur Dijon. Donc, et il avait confié ça à un de ses adjoints, lequel adjoint, si j'en crois, je vais dire la rumeur, parce que ça c'est quelque chose qui se répète oralement, a confié cette mission à M. Robert Lebavasseur. Et puis à partir de 1946 jusqu'en 1956, ces fêtes étaient, j'allais dire, franco-françaises. À partir de 1956, les premiers groupes étrangers sont arrivés. En 1958, il y avait une grosse délégation étrangère. Et puis elles ont pris leur développement au fil des années. Et ça dans les années 1980. En 1980, il y a eu un changement au niveau de l'association. Une nouvelle association a été créée qui s'appelle le festival, qui a remplacé le comité Bourgogne et qui est devenu le festival de musique et danse populaire. Et puis les fêtes ont continué jusqu'à ce jour. Et avec, j'ai dit, en prenant de l'importance, maintenant on stabilise un peu les effectifs, notamment les invitations de groupes étrangers pour des raisons strictement matérielles. Il faut savoir que quand nous accueillons un groupe étranger, nous le prenons à partir du moment où il pose le pied sur le sol français, nous le prenons en charge. Exemple, un groupe qui se pose à Genève, c'est le cas cette année, nous avons été chercher des groupes à Genève.
nous affrétons un car et nous le ramenons à Dijon. À partir du moment où il est à Dijon, il est nourri et logé intégralement. Donc c'est un coût certain. Oui, on a revu un petit peu, nous avons revu l'organisation du festival, mais moins de lisibilité, c'est pas le terme, puisque cette année nous avions créé une structure et d'animation nouvelle dans les jardins de l'hôtel de Vaugué. Alors c'est clair que certaines années il y avait un défilé d'inauguration, nous n'avons pas fait de défilé d'inauguration. Par contre, nous avons gardé un certain nombre d'animations dans les jardins du conseil, une animation dans les jardins du conseil général, qui était une première d'ailleurs cette année. Et puis, ce qui a surtout aussi modifié les habitudes des festivals, c'est qu'il était réparti en 2 temps forts. Le premier sur les villes du département, donc du lundi au mercredi, et à partir du jeudi, inauguration du village du festival, des animations non-stop à l'hôtel, dans les jardins de l'hôtel de Vaugué, les spectacles à la salle Romain et Conti au Palais des Congrès, et puis le samedi également une reprise, c'était pas une nouveauté, c'était la journée de dégustation qui a très bien marché cette année. L'hôtel de Vaugué a bien marché, les résultats sont beaucoup plus mitigés sur les spectacles payants à la salle Romain et Conti, ce qui d'ailleurs pour nous est une source, on va engager sans doute une réflexion sur l'organisation de ces spectacles payants, parce que visiblement les Dijonnais n'adhèrent plus à cette formule. Par contre, vous avez pu le voir, je crois que vous avez pris des images sur le parcours du défilé. C'était un carton plein pour le défilé du dimanche après-midi. Je suis de la rue des Gaudrans, là où nous avons fait lancer le démarrage du défilé jusqu'à la place de la Libération. On a rarement vu autant de spectateurs. On peut dire qu'il y avait 40 à 45 000 personnes dans les rues de Dijon. C'est quand même un sujet de satisfaction pour les organisateurs que nous sommes. Alors, oui, l'inauguration du tram, merci d'en parler, parce qu'il y a eu un côté positif. C'est vrai que nous avons bénéficié pleinement de l'attraction de l'inauguration et de l'avenue des Dijonnais pour voir le tram et essayer ce nouveau moyen de transport. Par contre, je pense que le vendredi, avec le concert de rentrée, le samedi, avec les spectacles qui étaient répartis dans tout le centre-ville et surtout dans la soirée, nous a sans doute là, à l'inverse, pris quelques spectateurs, au moins sur les spectacles payants. C'est l'analyse que je fais, elle n'est pas forcément exacte, mais en écoutant à droite à gauche, je pense que ce sentiment est largement en prévalence. Mais globalement, ça ne nous a pas porté atteinte. Peut-être au niveau de la communication du festival, compte tenu du poids que le Grand Dijon a mis pour annoncer son inauguration, nous avons perdu un peu de visibilité. Là, par contre, je vous remercie. Merci à vous. Merci de votre attention. C'est la fin de cette édition, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour de nouvelles actualités locales. À très bientôt.